Nous vous proposons une nouvelle édition de Du côté de chez Schwartz, l'émission actuelle et culturelle de Radio Shalom. Et cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Laure Schnapper, commissaire de l'exposition Isaac Strauss, l'empereur des bals, présentée au musée de l'Opéra de Vichy du 2 mai au 31 octobre 2026. Bonsoir Laure. Bonsoir Sandrine. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et de nous faire découvrir quelque chose que l'on ne connaît pas forcément. Pour débuter, quelques mots pour vous présenter et vous me dites si j'oublie des choses importantes. Vous êtes musicologue, directrice de recherche à l'EHESS et présidente de l'Institut européen des musiques juives. Vous êtes une spécialiste reconnue de la vue musicale en France au XIXe siècle et vos travaux qui font aujourd'hui référence portent notamment sur Henri Hertz ou Fernand Alphen, ainsi que des recherches plus larges sur les formes et les pratiques musicales. Votre actualité, qui nous vaut votre présence sur cette antenne aujourd'hui, eh bien, c'est le fait que vous êtes commissaire de l'exposition Isaac Strauss, 1806-1888, l'empereur des bals, présentée, on l'a dit, au musée de l'Opéra de Vichy du 2 mai au 31 octobre 2026. Cette exposition s'inscrit dans le prolongement de votre ouvrage « Musique et musiciens de bal, Isaac Strauss au service de Napoléon III », paru aux éditions Hermann. Et cette exposition fait suite également au rachat du piano d'Isaac Strauss par la ville de Vichy. Figure encore largement méconnue et trop souvent confondue avec les Strauss de Vienne, Isaac Strauss fut pourtant l'un des grands orchestrateurs de la fête sous le Second Empire, chef attitré des bals officiels et du grand monde, organisateur du faste impérial, mais aussi collectionneur de judaïka, à l'origine d'un ensemble aujourd'hui conservé au musée d'art et d'histoire du judaïsme. Alors, la première question pour débuter, d'où vous est venu, Laure Schnapper, cet intérêt pour ce musicien Isaac Strauss? Alors Sandrine, vous avez dit déjà beaucoup de choses sur Strauss, donc je n'ai pas grand-chose à rajouter. Alors, mon intérêt, comme vous l'avez dit, j'ai écrit des ouvrages, dirigé des ouvrages sur d'autres musiciens juifs, Henri Hertz qui venait d'Allemagne et Fernand Alphen, la famille Alphen. Donc c'est vrai que j'ai un intérêt particulier pour les musiciens juifs qui ont tous au 19e fait fortune, j'allais dire, dans la France de Louis-Philippe et de Napoléon III. Et comme je travaille depuis maintenant un quart de siècle sur la musique en France et à Paris, et notamment au 19e siècle, j'ai épluché beaucoup, évidemment, la presse musicale de cette époque-là. Et quand on lit la presse, on tombe sur des noms. Voilà, c'est comme ça que je suis tombée d'abord sur Henri Hertz, qui avait une manufacture de piano qui était très connue. Et puis, je suis tombée sur ce Strauss. Et ça fait longtemps que je me disais, mais ce Strauss, c'est pas le même Strauss de Vienne que les Strauss de Vienne. On parle toujours du Strauss de Paris, du Strauss français, mais c'est qui finalement ce Strauss? Et de fil en aiguille, j'ai passé 5 ans à travailler sur lui et pour produire ce livre. Et j'ai été moi-même étonnée de l'importance qu'il a eue et du fait qu'on l'a totalement oublié. Vous êtes universitaire. Quelle place aujourd'hui l'étude de la musique et des musiciens occupe-t-elle dans le monde académique? Est-ce que c'est quelque chose de marginal ou c'est de plus en plus répandu? Malheureusement, je dois dire qu'on est quand même une niche, surtout en France, évidemment. La France n'est pas connue pour son goût immodéré pour la musique. En Allemagne ou aux États-Unis, je pense on s'intéresse plus à la musicologie. Nous, on n'est quand même pas nombreux, les musicologues, on se connaît tous, on est un petit milieu. Malheureusement, on n'a pas beaucoup d'aura, j'allais dire. En France, je ne crois pas que ce soit vraiment développé. Ça reste à peu près la même chose depuis des décennies. Alors, il y a la musique qui est universelle et puis il y a les musiciens d'origine juive. Est-ce que c'est une impression que j'ai pu avoir en vous lisant que le fait d'appartenir au peuple juif est peut-être une continuité pour être musicien, qu'il y a une forte présence juive dans le domaine musical? Est-ce que c'est une erreur ou une impression? Non, je crois que vous avez raison. La musique occupe une place importante, comme vous savez, dans le culte juif. Et donc, je pense que que les juifs avaient une propension à devenir plus facilement que les autres musiciens. Dans le cas d'Isaac Strauss, ce qui est intéressant, c'est que son père lui-même était musicien. Il jouait du violon pour les mariages. Donc, il y avait... alors, on ne remonte pas plus haut, mais sans doute que le père d'Isaac Strauss était lui-même fils de violonneux, comme on disait. Donc, il y avait vraiment des dynasties, des familles juives. J'ai travaillé aussi sur une autre famille
la famille de Jules Isaac, qui est les Marx, il s'appelait, et qui était pendant 5 générations, on retrouve des musiciens. Donc il est tout à fait possible que Isaac Strauss est lui-même le descendant d'une dynastie, même si j'ai pas pu monter plus haut. Et du coup, on retrouve effectivement beaucoup de musiciens dans le monde musical. Alors évidemment, on pense à Halévy, Meyerbeer, mais on en trouve aussi beaucoup dans la musique de fête, j'allais dire, de festivité. Les bals avaient lieu surtout au moment de carnaval, et on peut faire un lien, je pense, avec la fête de Pourim, où il y avait beaucoup aussi de bals et de musique. Donc je pense que oui, il y a une surreprésentation des Juifs dans la musique, j'allais dire, non sérieuse. On pensait aussi à Offenbach. La musique de bal, on en trouve beaucoup, des chefs qui dirigeaient les bals. Donc une surreprésentation des Juifs, je pense, oui. On va parler de ces différents registres. Est-ce que vous pourriez expliquer, je sais que ce n'est pas facile, en quelques phrases, résumer le parcours d'Isaac Strauss qui a connu une ascension remarquable? Ah oui, c'est un destin exemplaire de la manière dont les Juifs ont pu se faire une place dans la société française sous Napoléon III. Et j'essaie de montrer à travers mes livres que la musique est un des moyens pour les Juifs de s'intégrer. On a beaucoup, il y a eu beaucoup d'études pour montrer que par la finance, par toutes sortes de métiers, les Juifs avaient réussi à s'intégrer. Mais je pense que je suis une des premières à montrer que c'est aussi par la musique. Et alors, donc, le destin d'Isaac Strauss est tout à fait typique de ça. Donc, comme je le disais, il était fils d'un barbier vraiment modeste de Strasbourg qui jouait du violon. Et puis, il a voulu, dans les années, donc on est encore sous la Restauration, il a voulu essayer, par la musique, de se faire une place et de vivre de sa musique. Et il a monté tout d'abord un quatuor avec son frère, parce qu'il y avait... C'était une famille, il était le cadet de 8 enfants et il y avait plusieurs violonistes dans la famille. Donc avec son frère Maurice et 2 autres frères qui s'appelaient les frères Lévy, qui étaient aussi de Strasbourg, ils ont monté un quatuor à cordes, donc 2 violons, un alto, un violoncelle. Et ils ont commencé à se produire, un peu comme Offenbach et sa sœur, dans les cafés. Et on les trouve donc en 1827 à Lyon, dans un café de Lyon. Ils ont eu un contrat. Et l'été, pour les musiciens, tout s'arrêtait, les théâtres s'arrêtaient. Donc, le meilleur moyen de vivre, c'était les villes d'eau. Les villes d'eau ont joué un rôle très important, d'où l'exposition à Vichy, dont on va parler. Et donc, le quatuor a joué donc l'été d'abord à Plombières, qui était à côté de Strasbourg. Et puis, ils ont eu ensuite un contrat dans une ville d'eau plus prestigieuse, qui était Aix-les-Bains, qui était en Savoie à l'époque, et où ils ont joué pendant très longtemps, pendant 15 ans, moi. Et en fait, c'est grâce à ce poste à Aix-les-Bains où il y avait le duc de Savoie, par exemple, qui prenait des cures, et qu'il a eu son premier contrat. Il a joué pour le mariage du fils du duc de Savoie en 1842, si ma mémoire est bonne. Donc, il lui a fallu quand même pas mal de temps, entre 1827 et 42. Ça a été long. Il n'a pas comme ça d'un coup. Et puis bon, petit à petit, une fois que les choses s'enclenchent, il s'est fait remarquer à la cour de Gênes. Ensuite, Vichy donc, arrive, c'est-à-dire que sa réputation était telle à Aix-les-Bains et à la cour de Gênes que la ville de Vichy, le gouvernement voulait développer une ville d'eau aussi en France, puisque la plupart étaient en Belgique, en Allemagne. Donc le gouvernement de Louis-Philippe voulait développer aussi une ville d'eau en France. Et ils ont pensé que la renommée de Strauss pourrait aider la ville à se développer. Et c'est comme ça que Strauss a été embauché à partir de 1844 à Vichy, où il est resté presque jusqu'en 1860, donc plus de 15 ans. Et la ville de Vichy est très reconnaissante du rôle qu'a joué Strauss pour le développement de la ville d'eau. Alors, votre livre « Musique et musiciens de bal, Isaac Strauss au service de Napoléon III », paru aux éditions Hermann, nous éclaire sur un certain nombre de choses. Ce cas particulier de l'Alsace, d'où est originaire Strauss, et puis aussi un certain nombre de musiciens qui vont jouer un rôle important dans l'histoire. Cette possibilité, vous l'avez dit aussi, d'intégration qui est offerte aux Juifs au travers
de la musique à partir du 19e siècle, après l'émancipation. Et puis, l'annexion de l'Alsace en 70 et cette particularité qui n'est pas complètement particulière pour Strauss, d'accepter de revenir, de rester en France. Est-ce que c'est tous ces éléments qui font que Napoléon vont le choisir comme musicien attitré? Non, Napoléon III l'a choisi bien avant, puisqu'en fait, Strauss a obtenu en décembre 1847, il a obtenu la place de directeur des bals de Louis-Philippe. Donc après ce que je vous ai dit, après Gênes, après Vichy, Vichy, il était en partenariat avec le gouvernement parce que la ville d'Eau appartenait à l'État. Donc on le connaissait au niveau du gouvernement. Et donc quand la place a été libre, il a obtenu de diriger les bals de la cour de Louis-Philippe en 1847. Et puis il n'a pas eu le temps de diriger puisque février 48 éclate la révolution de 48 donc. Mais il était en place. Et ça a été sa grande chance parce que finalement, les républicains l'ont utilisé aussi, puisqu'il était là. Et quand Louis-Napoléon Bonaparte a été élu président de la République, c'est notre premier président de la République, il l'a tout naturellement gardé. Il était là, sur place. Il connaissait Louis-Napoléon Bonaparte ne connaissait personne d'autre, sans doute. Et il faisait l'affaire. Et donc, de fil en aiguille, il est resté au service de Louis-Napoléon, qui est devenu ensuite l'empereur. Et il est resté à son service jusqu'en décembre 1869, donc quelques mois encore avant la défaite de Sedan. Donc, il est absolument le chef d'orchestre de tout le Second Empire. C'est un parcours extraordinaire. Et comment on explique qu'une figure aussi centrale ait pu progressivement être oublié, voire confondu avec Johann Strauss père et Johann Strauss fils? Justement, vous avez la réponse dans la question. C'est-à-dire qu'il a pâti déjà à son époque, puisqu'il est exactement contemporain de Johann Strauss père, à un an près. Et à son époque déjà, on les confondait. Et on lui a même reproché, ses détracteurs, il y a toujours des gens jaloux, lui ont reproché d'avoir choisi le nom de Strauss pour faire fortune, alors que j'ai bien montré au début du livre que c'est le choix de ses parents au moment où Napoléon a demandé aux Juifs de se choisir un patronyme. Donc c'était un hasard malheureux qui a fait qu'il s'appelait Strauss bien avant de savoir qu'il y avait des Strauss à Vienne. Et alors ce qui est drôle, c'est qu'il a demandé à Berlioz, qu'il connaissait bien parce qu'il jouait aussi du violon dans l'orchestre de Berlioz, il a demandé à Berlioz, qui lui était journaliste, il avait une tribune au Journal des Débats, il lui a demandé d'écrire un article pour dire aux gens qu'il y avait plusieurs Strauss et qu'il ne fallait pas le confondre avec les Strauss de Vienne. Et Berlioz a écrit un article absolument très, très drôle qui s'appelle Les Strauss et qu'il a repris d'ailleurs dans ses mémoires. Donc voilà, confondu avec les Strauss, déjà à son époque. Vous imaginez qu'aujourd'hui, avec toute la dynastie des Strauss, maintenant on a Johann père, Johann fils et tous les autres, Édouard, il y a toute une famille bien plus connue. Aujourd'hui, on ne sait même pas qu'il existe. C'est-à-dire dans les bibliothèques, chaque fois que je vois Johann Strauss, je suis obligée de vérifier si ce n'est pas du Isaac Strauss. Et 3 fois sur 4, les œuvres d'Isaac Strauss sont classées sous le nom de Johann. C'est pour ça que c'était important pour moi de faire un catalogue qui apparaît à la fin du livre pour essayer de lister, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, à peu près 500, de lister toutes les danses qu'il a composées pour qu'on ne le confonde. On essaie de plus le confondre avec les Strauss de Vienne. Il y a un autre Strauss important dans votre livre, c'est Claude Lévi-Strauss, qui préface, et c'est pour le moins surprenant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment cette préface est arrivée ici? Oui, alors là, c'est un peu anecdotique parce que j'ai beaucoup travaillé avec Monique Lévi-Strauss, la veuve de Claude Lévi-Strauss, qui a gardé beaucoup d'archives de son mari, en particulier toutes les partitions pour piano et chant. Non, qu'est-ce que je raconte pour piano de Strauss. Elle a aussi des photos, des gravures qui seront montrées d'ailleurs à l'exposition de Vichy. La famille Lévi-Strauss a été très généreuse et nous a prêté toutes ces archives.
Et quand le livre est enfin sorti, parce que ça a duré quand même, je vous dis, 5 ans de recherche, je lui ai demandé de m'écrire une préface. Elle m'avait accueilli à Paris dans son appartement, à la campagne, où elle avait aussi des tableaux qui venaient de la collection de Strauss, des tableaux qui ne sont pas des Judaïka, mais parce qu'il collectionnait aussi les objets et la peinture. Donc, tout naturellement, je lui ai dit, Monique, est-ce que vous accepteriez de m'écrire une préface? Et là, elle m'a dit, mais non, moi, je n'ai rien à voir, c'est la famille de mon mari. En revanche, j'aimerais beaucoup qu'on réédite la préface qu'il avait écrite pour le catalogue des objets de Klaus Bald, des objets Judaïka du musée de Cluny. C'était une très belle préface qu'on a oubliée aujourd'hui, et j'aimerais bien qu'on la... je suis sûre qu'ils seront d'accord. Et effectivement, j'ai obtenu l'autorisation de rééditer cette très belle préface où Claude Lévi-Strauss, évidemment, parle de son arrière-grand-père. Donc voilà, c'est pour ça que ça fait un peu bizarre, parce qu'évidemment, Claude était mort quand le livre est sorti. Mais du coup, ça a permis de faire connaître cette belle préface. Nous sommes toujours dans Du côté de chez Schwartz, l'émission culturelle et actuelle de Radio Shalom, en compagnie de Laure Schnapper, commissaire de l'exposition Isaac Strauss, l'Empereur des Bals, proposée au musée de l'Opéra de Vichy du 2 mai au 31 octobre 2026. On a parlé beaucoup du livre, maintenant on va parler de l'exposition. Est-ce qu'il a été facile de convaincre le musée de l'Opéra de Vichy de porter cette exposition et de l'accueillir? Alors non seulement il a été facile, mais c'est eux qui m'ont proposé. Alors j'ai beaucoup travaillé dans les archives de Moulins, les archives départementales de l'Allier, et dans les archives de Vichy. Donc j'avais un certain nombre de contacts, ils me connaissaient à Vichy. Et ils m'ont, je dois dire, j'étais très, très, très heureuse qu'ils me proposent, à la suite du livre, d'organiser cette exposition. Entre-temps, j'ai été contactée par un vendeur qui avait un piano qui m'a dit que c'était le piano de Strauss. Alors moi, évidemment, j'ai dit, mais comment savez-vous ça? Et effectivement, après des recherches, il s'est avéré que c'était bien le piano que Strauss avait acheté pour Vichy, pour ses bals à Vichy, dont il avait hérité. Et on le sait par le numéro du piano. Ce piano est rare. Et là, c'est un très beau piano, donc de 1846, piano ancien, dans son jus, enfin parfait. Et il cherchait à le vendre. Et alors, j'ai tout de suite pensé à la ville de Vichy. Je me suis dit, s'il y a un endroit où ce piano doit être, c'est de retourner à Vichy. Et je les ai contactés. Et à ma grande surprise, ils ont été intéressés et ils ont racheté ce piano. Et donc, on a fait un concert inaugural il y a un mois qui a eu beaucoup de succès sur ce piano. Et ce piano va trôner donc dans l'exposition. Il sera au milieu de l'exposition. Et pour l'inauguration, Julie Lévi-Strauss, qui est la petite fille de Claude et Monique Lévi-Strauss, et qui est pianiste aussi, avec son ami, va nous faire un duo piano-violon sur ce piano. Magnifique. Alors, l'exposition s'appelle Isaac Strauss, l'Empereur des Bals. Ce titre s'est imposé normalement. Est-ce que c'est la problématique de l'exposition ou on va voir davantage que son registre des bals? Alors, l'exposition retrace vraiment, c'est un peu comme le livre, il retrace vraiment le parcours de Strauss. C'est pas seulement sur les bals, c'est surtout tout son parcours, où on va montrer vraiment il y aura une alvéole, parce il y a des petites salles comme ça dans le musée, qui sera consacrée bien sûr à la collection. Et là, on a eu la chance aussi d'avoir le prêt d'une Hanoukia qui était restée dans la famille et qui appartenait à Strauss, donc qui n'est pas au MAJ, qui n'est pas au Musée d'art et d'histoire du judaïsme. Donc c'est un peu le scoop de l'exposition qu'on la voit enfin. Donc oui, alors le titre, vous me parlez du titre, c'est un petit clin d'œil, évidemment, à l'empereur Napoléon III. C'est pour ça que j'ai choisi ce titre. Vichy, c'est vraiment la ville de Napoléon III. Il y a des fêtes Napoléon III, toute la ville a été construite, on peut dire, par Napoléon III. Donc, ça s'est imposé parce que, voilà, ça faisait un jeu avec Napoléon III, étant donné qu'il est à son service. Alors, qu'est-ce que le visiteur pourra y découvrir? Des partitions, des archives, des objets, peut-être entendre des extraits musicaux? Alors, non seulement... Voilà, donc alors, par exemple, ce qui n'est pas dans le livre et que j'ai découvert après, malheureusement, le livre, c'est le contrat
Et ça va vous intéresser, c'est le contrat signé entre le quatuor des Strauss et des Lévy avec Aix-les-Bains, avec le cercle d'Aix-les-Bains. Parce que dans ce contrat, donc, qui date de 1826, donc c'est vraiment très ancien, il est stipulé qu'à la demande des musiciens, ils ne joueront pas du vendredi soir au samedi soir. Et quand j'ai découvert ça, évidemment, j'ai trouvé ça extraordinaire. En 1826, il était respectueux du Shabbat. Non seulement ça, mais la ville d'Aix-les-Bains était prête, pour avoir de bons musiciens, était prête à leur laisser ne pas jouer le Shabbat. Voilà. Donc ça, par exemple, on verra le document lui-même à l'exposition. Quel public vous espérez voir pour cette exposition ? C'est une question. L'autre question, est-ce que, évidemment, ça marque une nouvelle étape et une étape importante pour la reconnaissance de l'œuvre d'Isaac Strauss ? Alors, il y a deux sortes de publics à Vichy. Il y a le public des habitants qui s'intéressent, comme je vous l'ai dit, beaucoup à Napoléon III, donc, et qui connaît Strauss, puisque à Vichy, nous avons encore la Villa Strauss, que Strauss s'était fait construire à Vichy et qui existe toujours. Hein. Il y avait même une rue Strauss. Le maire m'a dit qu'on allait remettre son nom parce qu'elle s'appelle rue de Belgique. Maintenant, j'espère qu'on va remettre ancienne rue Strauss. Et donc, les gens sur place sont intéressés parce qu'ils le connaissent. Ils savent que la ville a racheté le piano. Et puis, c'était quand même une ville de cure, de tourisme. Donc, les expositions ont lieu l'été, au moment où, justement, Vichy reçoit des visiteurs étrangers, comme on disait au XIXe siècle, pour les gens qui n'étaient pas de la ville. Donc, voilà, j'espère que ça va pouvoir toucher un public un peu plus large que celui de l'Allier et permettre de réhabiliter ce personnage qui a beaucoup compté et qu'on a oublié. Et puis l'expo commence le 2 mai, il y a beaucoup de ponts, et même les Parisiens ou d'autres personnes qui sont dans toute la France peuvent venir passer un week-end ou quelques jours à Vichy. Absolument. C'est une ville tout à fait agréable. Sachant que l'exposition est ouverte l'après-midi seulement. Oui, c'est une ville que j'ai donc découverte en faisant mes recherches que je ne connaissais pas. Et les bords de l'Allier, qui ont été donc aménagés par Napoléon III, avec les chalets Napoléon III, sont vraiment très, très agréables, je dois dire. C'est une nouvelle casquette pour vous d'être commissaire d'une exposition ? Absolument, absolument. J'ai écrit plusieurs livres, beaucoup d'articles, mais on ne m'avait jamais demandé de faire une exposition. Ça a été une expérience très intéressante, je dois dire. Ça m'a beaucoup apporté. Et puis, il y a une équipe formidable sur place qui m'a accueilli à bras ouverts. Et ça s'est vraiment très, très bien passé. Et je suis très heureuse qu'elle ouvre très, très vite. Est-ce qu'elle est comme vous le souhaitiez, cette exposition consacrée à Isaac Strauss ? Alors, on a eu, comme toujours quand on organise une exposition, c'est ce que j'ai découvert, il a fallu changer des choses. On comptait sur des prêts qui finalement n'ont pas pu avoir lieu, ce que je regrette. Mais en gros, oui. En gros, Après, il faut s'adapter au lieu. Il faut faire on peut pas tout montrer non plus, donc il faut faire des choix par rapport au livre. Hein. Mais ça s'est bien. Oui, ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de catastrophe. Dans le contexte actuel un petit peu compliqué, de montée notamment de l'antisémitisme, d'explosion de l'antisémitisme depuis le 7 octobre, est-ce que donner une belle part à un musicien d'origine juive qui a fait en fait l'histoire de la musique en France et qui a fait l'histoire de France, c'est pas une réponse à ce qui se passe aujourd'hui ? Écoutez, je ne l'ai pas fait dans ce but-là, mais je pense que c'est bien qu'en plus la ville de Vichy organise une exposition comme ça. C'est doublement symbolique. Vous l'avez dit tout à l'heure, au-delà d'être musicien, eh bien Isaac Strauss était aussi un grand collectionneur de judaïka, une collection qui se trouve essentiellement au musée d'art et d'histoire du judaïsme. Apparemment, il y a des choses encore dans la famille. Pourquoi cette collection se retrouve au Mage ? Alors, cette collection a été achetée par Charlotte de Rothschild après la mort de Strauss pour Cluny, pour le musée de Cluny. D'accord. Où elle a été exposée un certain temps. Et quand le musée d'art et d'histoire du judaïsme s'est monté, cette collection, tout naturellement, avait sa place plutôt au musée d'art juif que dans un musée du Moyen-Âge. Est-ce que dans la collection permanente, si on y va aujourd'hui, demain, on peut y voir des objets trouvés par Strauss ? Les plus beaux objets du musée qui sont exposés viennent de la collection Strauss.
Je pense à l'Arche Sainte du premier étage, ce grand qui date du 15e, je crois, qui est très ancienne, 15e siècle, oui, de Modène, en marqueterie, qui est magnifique au premier étage. Vous avez un grand chandelier en argent qui est haut et qui est exposé en permanence. En fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut regarder les cartels et les petites étiquettes, et vous verrez, je crois que c'est marqué Strauss-Rothschild ou quelque chose comme ça, puisqu'il y a aussi le nom, évidemment, de la donatrice. Il y a une question habituelle pour terminer cette émission. Si en une ou deux phrases, vous deviez donner l'envie aux auditrices et aux auditeurs de Radio Shalom de venir visiter cette exposition, qu'est-ce que vous leur diriez ? Ouh là là, alors là, c'est la question piège. Parce que je pense que les auditeurs de Radio Shalom sont divers. Oui. Donc, il y en a qui viendront pour l'aspect juif, mais d'autres pour l'aspect musical, ou pour les deux. Ou ceux qui s'intéressent au 19e siècle, ceux qui s'intéressent à Napoléon III. Enfin, ça ouvre quand même beaucoup de perspectives, à la fois sur la musique festive, sur les bals. Alors, on va avoir, il faut que je le dise aussi, vous disiez qu'on va entendre de la musique, mais on va aussi voir des films de reconstitution des danses sous Napoléon III, le quadrille, la polka, la valse, qui étaient les 3 danses principales des bals à la cour des Tuileries, mais aussi partout, parce qu'à cette époque-là, on dansait beaucoup. Donc, c'est aussi une exposition qui peut intéresser tous les gens qui s'intéressent à la danse, à la fête impériale. Il y a beaucoup de thématiques et beaucoup d'aspects dans cette exposition, évidemment, qu'on recommande. Merci infiniment, Laure Schnapper, d'avoir accepté de nous offrir cet éclairage passionnant sur une figure majeure et pourtant encore méconnue, mais peut-être pas pour longtemps, de notre histoire musicale. L'exposition Isaac Strauss, l'Empereur des bals, est à découvrir au musée de l'Opéra de Vichy du 2 mai au 31 octobre 2026. Évidemment, on vous recommande d'y aller. Et puis en même temps, de découvrir ce livre, Musique et musiciens de bal, Isaac Strauss au service de Napoléon III, paru il y a quelques années aux éditions Hermann avec une préface de Claude Lévi-Strauss. Eh bien, quant à nous, nous nous donnons rendez-vous très bientôt pour une nouvelle édition de Du côté de chez Schwartz. Bonsoir et merci. Merci.